Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce troisième jour des élections électorales présidentielles en Tunisie. Bien sûr, les Tunisiens ont voté, ça c'était hier. Aujourd'hui, désormais, on attend les premiers résultats. On les attend avec impatience, bien entendu. L'instance donc indépendante électorale annoncera les premiers chiffres à qui nous dévoilera le nombre de votants et surtout le nombre en pourcentage du favori, celui qui sera le futur président de la Tunisie pour un mandat de 5 ans, un mandat où des défis et des dossiers attendent déjà le futur président tunisien. Nous parlerons des enjeux et surtout nous attendons, comme vous, le point de presse qui sera donc offert par l'ISI, l'instance indépendante électorale tunisienne, pour faire l'annonce. Donc, mesdames et messieurs, restez avec nous. Dans un petit instant, on revient vers vous. Alors, pour en parler ce soir avec nous, notre invité ici sur le plateau, Monsieur Bassem Torjman. Vous êtes éditorialiste, mais vous êtes également analyste des questions politiques et de géostratégie militaire. Monsieur Bassem Torjman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ravi d'être avec vous. Et bien sûr, nous aurons dans un petit instant Gamal Abina en direct de Paris pour pouvoir en débattre. Mais bien avant, mesdames et messieurs, je vous propose d'abord de faire le point comme d'habitude, comme il est de tradition depuis ces 3 derniers jours ici à Tunis, de faire le point avec notre envoyé spécial sur le terrain, notre envoyé spécial Tinhinan Makassi. Tinhinan Makassi, bonsoir. Bonsoir Lila, bonsoir aux téléspectateurs Al24 News et à vos invités qui sont en présentiel ou sur le plateau au Palais des Congrès. Alors Tinhinan, notre vadrouilleuse, ces 3 derniers jours, dites-nous au lendemain de ces élections, quel point peut-on faire de la situation et quelles remarques peut-on justement faire sur le terrain? Alors Lila, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que la ville ici à Tunis, comme vous pouvez certainement l'entendre et le voir derrière moi, la ville est en effervescence. Les Tunisois guettent naturellement les résultats, comme vous l'avez dit. Ce soir, à partir de 19 h, le président de l'instance tunisienne des élections, l'ISI, donnera les résultats tant attendus après que l'Institut de sondage Sigma Conseil ait donné des résultats préliminaires, des sondages qui ont donné le président sortant, candidat à sa propre succession, Saïed, vainqueur avec plus de 80%. Hier soir, les Tunisiens, à l'annonce de ces chiffres qui ont été donnés par la télévision nationale tunisienne, sont sortis ici à Tunis pour exprimer leur liesse et leur satisfaction et la confiance qu'ils ont accordée pour ce deuxième mandat à Kais Saïed. Donc les Tunisois ici sont vraiment attentifs à ces résultats qui vont tomber dans moins d'une heure. Il est 18h03 ici à Tunis et les Tunisois sont vraiment aux aguets de ces résultats. Aujourd'hui, dans la matinée, tout au long de la journée, la journée comme hier d'ailleurs et comme les 3 jours qui ont précédé, qu'on a accompagné avec nos téléspectateurs et avec vous, les Tunisois étaient calmes, étaient sereins, mais à partir de cet après-midi, on sent une certaine effervescence dans la ville et on sent surtout l'intérêt à ces résultats, surtout après, comme je vous le disais, après les résultats du sondage avancé hier à la télévision nationale. Par ailleurs, l'instance des élections tunisiennes, l'ISI, avait déjà avancé hier un chiffre donnant 27% de participation à ces élections. Donc on est ici dans l'attente des résultats, dans l'attente des chiffres préliminaires pour savoir qui va diriger la Tunisie les 5 prochaines années. Alors, on a quand même un avant-goût, Tinhinan Makassi, puisque hier, donc au sortir des bureaux du Palais des Congrès, on avait vu des Tunisiens défiler dans des voitures festoyant déjà avant l'heure et avant le verdict. On sait qu'il y a quand même des bruits qui courent, qui laissent croire que c'est Kais Saïed qui sera le futur président.
Effectivement, là, ici, les électeurs sont confiants, affirmant, les électeurs, ceux qui ont au moins donné leur voix à Kais Saïed sont confiants, affirmant que ce sera le prochain président de la Tunisie. Hier, les chiffres avancés par l'Institut de sondage Sigma Conseil les avaient confortés dans ces chiffres-là, donnant Kais Saïed, je vous le dis à l'instant, avec plus de 80% des électeurs ou de la confiance des électeurs tunisiens. Et hier, Kais Saïed lui-même est sorti dans le boulevard Habib Bourguiba accompagné d'une foule dense pour justement fêter cette première victoire qui est peut-être être le prochain le prochain locataire du palais de Carthage durant les 5 prochaines années. Et même plus tôt dans la journée, les Tunisois sont confiants, affirmant que ce sera certainement le prochain président de la Tunisie. Très bien, Tinine Makassi, je vous remercie pour le point que vous nous avez dressé et je vous souhaite bon courage puisque vous êtes encore sur le terrain pour d'autres tâches qui vous attendent. Effectivement, Monsieur Bessel Torjman, on ne va pas aller très vite en besogne, n'est-ce pas? C'est vrai que hier, Lizzie avait fait un point de presse ici vers les coups de 19h où elle avait quand même communiqué les chiffres partiels, c'est-à-dire les premiers chiffres de ces résultats qui ont été obtenus par les urnes. On avait vu quand même ce pourcentage de 27% de taux de participation. Il n'y a pas que cela. Juste après, on a vu des Tunisiens sortir, klaxonner dans leur voiture. Ouais. Donc on montrait de façon manifeste leur joie. Et puis, il y a la télévision tunisienne qui vient d'annoncer que Kais Saïed part largement favori. Alors tout ça, c'est des prémices peut-être avant l'heure ou avant le verdict final qui sera annoncé par Lizzie. Votre lecture? Bon, c'est simple parce que logiquement parlant, en Tunisie, on a les sondages publics, il y a des institutions qui sont spécialisées dans cette affaire depuis 2014 et elle a l'habitude de donner des résultats qui sont très proches de la vérité. Okay? C'était en 2014, en 2019 et puis en 2024. Comme cette instance a déclaré hier sur la télévision tunisienne que le président Kais Saïed a gagné à 89,2% contre même pas les deux opposants ou les deux candidats. Les deux candidats à même pas 11%. C'était la joie parce que la différence entre les deux, c'est immense. L'écart est très grand. Oui, elle est très grand et ce qui fait les gens, ils ont descendu dans la rue. Il y a des milliers, des 10 000 personnes dans la rue, ils ont venu spontanément, sont été organisés, les gens viennent comme ça pour exprimer leur joie de la réussite du président Kais Saïed. En plus de ça, c'était la plus grande surprise, c'est le président qui est arrivé après, avec les gens, c'était très émouvant, c'était un peu, c'est la plus grande surprise pour les gens, comment le président était venu avec eux, il parlait avec eux, restait avec eux. Il n'y a pas de barrage entre le président et le peuple, il parlait. Et c'est pour ça, c'est le moment très important qui représente une lecture politique que le président Kais Saïed n'est pas un modèle politique entre lui et le peuple. Il a une relation directe. C'est pour ça que les gens ils ont trouvé une simplicité, une relation directe. Il n'y a pas un parti, il n'y a pas une structure politique qui va être intermédiaire entre le président et le peuple. Et c'est pour ça que les résultats, c'était très émouvant. Les gens, ils ont dans la rue dansé, même de pleurer, même chanter l'hymne national. Et ça, c'est très émouvant à cette époque. Rester avec les gens plus que 2 heures. Oui. D'accord. Et il parlait avec tout le monde. Les gens, ils viennent, les enfants, les grands, etc. Et ça exprime pour les peuples tunisiens qu'il y a un président très proche d'eux. Oui. Ce n'est pas un président qui est un président d'un parti politique ou un mouvement politique, c'est un président de peuple qui a une relation directe avec le peuple tunisien. C'est vrai, M. Torjman, il faut dire qu'on avait remarqué ça hier soir, nous qui sommes sur place. Donc, juste après la communication de Lizzie, on a vu cette population sortir, on s'est un petit peu étonné, on s'est dit qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des résultats qu'on ne sait pas ou qui ont fui quelque part. Et finalement, on se rend compte que finalement,
c'était par rapport à ces sondages et que les Tunisiens étaient contents. Ce qui veut dire quelque part, Monsieur Torjman, que les Tunisiens partisans ou les Tunisiens qui sont pour Kais Saïed sont assez nombreux et qui s'attendaient à cela. Oui, on l'a vu lui-même sortir dans la rue, comme vous venez de le dire. Il y a eu une proximité avec sa population, une proximité qu'on n'a pas vue chez les autres chefs d'État ici en Tunisie, généralement avec des intermédiaires. Et là, on se pose la question aujourd'hui que c'est peut-être aussi ça qui explique sa popularité en dépit de tous les détracteurs. Non, la première, bon, c'est parmi plusieurs points. Les choses les plus importantes, c'est que Kais Saïed, elle rassemble la personnalité tunisienne. Chaque Tunisien, il a en quelque part un parti de lui qui ressemble à Kais Saïed. Oui. Kais Saïed, c'est un homme musulman, et les Tunisiens aiment ça. C'est un homme conservateur, c'est un homme qui respecte la tradition, respecte la tradition de la société. Oui. En plus de ça, les Tunisiens, ils ont beaucoup de mal de ce qu'ils ont eu avant avec les autres présidents et avec les chefs politiques, qu'ils ont impliqué leur famille, qu'ils ont impliqué leurs proches dans la scène politique, ils ont profité de l'argent. Tout le monde, ils savent, et ça c'est le point fort, c'est l'homme le plus honnête dans la classe politique qui la connaît, la Tunisie, depuis l'indépendance. Oui. Et c'est pour ça, comme elle descend dans la rue, les gens ils trouvaient en lui la rêve et l'espoir pour demain en Tunisie. Oui. Parce que les Tunisiens cherchent un président qui est honnête. Qui leur ressemble quelque part. Ressemble quelque part, qui représente leur espoir, qu'est-ce qu'ils ont pour leurs enfants, l'avenir. De cette bien, il y a la corruption en Tunisie qui détruit l'État pendant une trentaine d'années. Ce qui fait que Kais Saïed, il déclarait la guerre contre la corruption. Et ça, pour les Tunisiens, c'est un rêve. C'était un rêve. Imaginez, avant 2019, il y a un Premier ministre qui volait plus qu'1 milliard d'euros. D'accord. Pour les Tunisiens, ils ont impliqué dans des dettes plus que 130 milliards de dinars tunisiens, l'équivalence de 44-45 milliards de dollars. Le peuple tunisien, il n'a jamais profité. Il n'y a pas eu un projet pendant... Au fait, vous essayez de me dire, M. Torjman, si j'ai bien compris, que finalement, le peuple tunisien a longtemps été marginalisé par les chefs d'État successifs qui se sont succédés donc à la tête de la Tunisie et qu'en Kais Saïed, ils reconnaissent un peu une partie d'eux-mêmes en Kais Saïed parce que Kais Saïed reflète un peu ce côté simple et modeste du Tunisien au lieu qu'il y ait cet écart qui éloigne de plus en plus la classe dirigeante de sa population, c'est-à-dire de sa base. En Tunisie, en 2011, tout le monde était optimiste d'avoir une démocratie parlementaire qui peut faire un État moderne, qui peut faire une vraie... qui va. Oui. On sait le peuple tunisien a révolté contre Ben Ali parce qu'il y a la corruption, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'espoir. Mais malheureusement, après 10 ans de chute du régime de Ben Ali, on trouvait une classe politique plus corrompue. Oui. Et impliqué dans la corruption, il est impliqué même plus, parce qu'il a donné des promesses pour le peuple tunisien. C'est honteux, on peut dire. Dans 2014, les élections présidentielles en 2014, l'ex-président Béji Caïd Essebsi a donné des promesses qu'il ne jamais mettre les mains avec les islamistes, avec le Nahda, il ne travaille jamais avec eux. Le lendemain des élections, il déclarait l'alliance politique avec eux et c'est la conséquence de 5 ans de catastrophe économique et sociale et politique. Les Tunisiens l'ont senti comme une trahison au fait parce qu'ils s'attendaient à un changement réel et que ce qui s'est passé par la suite était vécu comme une trahison. Tout à fait, c'est une grande trahison. Le peuple était trahi. Premièrement, la révolution tunisienne, comme il l'a déclaré, elle demandait le travail, la liberté et la libération nationale, qu'on a besoin d'être un État souverain. D'accord. Qu'est-ce qui peut arriver? Ils ont
directement mettre le pied sous les mains de Banque mondiale. Oui. Okay. L'FMI, il injectait des crédits jusqu'à la Tunisie qui n'est pas capable de commencer à payer. Oui. Ils ont demandé, et c'est l'occasion de parler de ça, l'FMI, il a une ordonnance financière miraculeuse. Elle donne pour chaque pays, tu dois appliquer ça, enlever les subventions pour les produits alimentaires. Des préalables. D'accord, mais les résultats, il y a 5 ou 6 pays arabes qui ont fait cette ordonnance miraculeuse de FMI. De redressement. Le Liban, la Jordanie, l'Égypte, le Maroc et la Turquie. Oui. C'est quoi les résultats? On le voit, n'est-ce pas? On voit le résultat. Le pauvre devient plus pauvre. La pauvreté, il y a une classe moyenne, elle est détruite complètement. Les riches, ils deviennent plus riches, d'accord? Et le pauvre, il devient plus pauvre. S'appauvrit davantage. Oui, ils ont dit, on va faire ça pour augmenter, redresser la situation économique. Tout ça, c'est de mensonges. En Liban, dans les années 84, $1 américain, ça coûte 7 livres libanais. En 2024, $1, ça coûte 97 000. L'inflation au Liban, c'est quelque chose. C'est le pic. Et c'est qui fait ça? C'était la directeur des zones du Moyen-Orient et du Grand Maghreb, Jihad Azzour, qui était préparé pour être le président de la Liban. Oui. C'est lui qui était un grand directeur aux banques mondiales, qui poussait son pays dans la catastrophe. Alors, si quelqu'un qui fait ça dans son pays, qu'est-ce qu'il va faire avec les autres? Oui, tout à fait. Justement, dans cet ordre d'idées, Bassel Torjman, aujourd'hui, vu que c'est le peuple tunisien finalement qui a traversé toutes ces épreuves, et ce vote vient à point nommé pour renouveler peut-être une confiance qui a été plus ou moins entachée par des écrits, par des critiques et par des gens de l'extérieur qui peut-être, on va dire des partis, pas des gens, de l'extérieur qui ont peut-être voulu jeter l'opprobre sur la crédibilité de ce président. Tout à fait. Écoutez, le président Kais Saïed, depuis des années, il est sous under fire, comme on dit, sous le feu des pays européens. Des projecteurs oui, dans etc. le viseur. Et ils ont attendu chaque fois n'importe qui pour lui attaquer. Aujourd'hui, ils ont commencé à parler de sa famille. De sa famille. Et ça, c'est honteux. Ils ont dit il y a un site arabo-américain, d'accord? Sans vouloir le citer, ce n'est pas l'objectif. Oui. L'objectif est que, effectivement... Et ils ont commencé à chercher pourquoi les frères de président a été avec lui dans les élections. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le frère de président va être avec les opposants? Mais c'est pas normal. Oui. En fait, ils ont poussé jusqu'au bout de la dérision, quoi. Oui. Et pour eux, Kais Saïed, il a changé la règle du jeu. Que eux imposent. Pour les Européens. Et les opposants, ils ont joué avec les Européens pour ça, parce qu'ils ont profité de ça. On va parler de la règle du jeu socio-économique en Tunisie. Pourquoi nous sommes obligés? C'est quelque chose qui est très simple. La Tunisie, comme l'Algérie, elle connaît des industries, des fabrications de savons, etc., des choses alimentaires. D'accord? Depuis l'indépendance, d'accord? Maintenant, en 2020, ils ont ouvert le marché tunisien pour l'importation de ce produit de France moins cher que le produit tunisien. Oui. Ils ont détruit l'industrie tunisienne. La production tunisienne. Pour eux, on doit avoir
les dentifrices européens, les savons, ce qui fait les choses qui étaient des ABC dans notre société. Que les Tunisiens produisent eux-mêmes. Depuis des années, même des siècles, on a faire ça. Maintenant, tu n'as plus le droit de faire ça. Tu dois accepter. Justement, M. Tolgmen, à ce propos, est-ce que ce n'est pas ça finalement la stratégie aujourd'hui? On veut que ces pays, des pays du Maghreb ou les pays du Moyen-Orient, ou certains pays en particulier plus que d'autres, parce qu'on voit que certains pays arabes ne sont pas touchés du tout. Donc, est-ce qu'on ne veut pas faire de ces pays juste des marchés pour ce qu'on appelle cet Occident qui est lui-même à l'intérieur en crise économique, en crise sociale et même, je dirais, en crise morale? Bon, deux choses. On a eu l'indépendance, d'accord? Mais on n'a jamais eu la libération nationale. C'est ça la chose. L'indépendance, ok, tu es libre, tu as ton armée. C'est voulu aussi garder les oui, pays. Mais leurs intérêts, elle était la même. Tout à fait, oui. Et les gouvernements d'indépendance doivent sauver leurs intérêts. Maintenant, c'est la fin. Maintenant, on a donné la confiance, et ça, c'est quelque chose qui est très positif. L'économie tunisienne commence à remarcher, à nouveau. Se relancer petit à petit. Parce qu'on a donné la confiance aux sociétés tunisiennes, des industries tunisiennes, et on a fermé la porte. On n'a pas besoin d'acheter à 5 millions d'euros de cornichons. Oui. C'est pas normal. Ce n'est pas un produit de première nécessité. Non. Oui, vous gardez l'idée, Monsieur Tolgmen, je ne laisse pas pour vous couper. Vous gardez l'idée parce qu'on va revenir justement sur ces procédés qui sont utilisés pour mettre à genoux certains pays et pas d'autres. Nous rejoint à l'instant Gamal Abina en direct donc de Paris. Gamal Abina, analyste des questions internationales. Bonsoir Gamal. Bonsoir Leïla et merci pour l'invitation. Alors, on disait un petit peu, pour résumer, Gamal, qu'aujourd'hui on est au lendemain des élections, au lendemain du vote, et que des résultats laissent croire, ou ce ne sont pas des résultats fortuits, c'est plutôt des statistiques qui ont été faites et par la télévision nationale tunisienne qui vient d'annoncer que les chiffres mettent en avant Kais Saïd, qui pourrait être donc reconduit pour un deuxième mandat de 5 ans. Que faut-il en penser, Gamal Abina? La question qui se pose, c'est de savoir quel était le taux de participation. On estime qu'il était à 24% d'après certains, que le score serait 89%, ce qui était un corps de plébiscite, on l'imagine. Mais surtout, j'ai le sentiment, en vérité, qu'en Tunisie, il y a une volonté de sortir de cette crise endémique, qu'elle soit politique ou économique. Vous venez de faire référence effectivement à l'économie par rapport aux importations excessives et à la destruction du tissu industriel tunisien qui était fonctionnel, qui était une bonne industrie. C'est un pays qui avait bien réussi, en dépit du fait qu'il y avait effectivement une mainmise de l'ancien pouvoir des Travelsi Ben Ali. Et quand ils sont partis, c'était un peu un effondrement. Mais il est certain une chose, c'est qu'aujourd'hui, les Tunisiens aspirent à la tranquillité. Ils savent qu'avec Kais Saïd, il est en liaison avec l'Algérie, ça se passe bien, avec la Libye, ça se passe bien. Ils savent qu'il y a un écosystème qui peut se remettre en place avec une stabilisation de l'économie tunisienne. Et je pense que les Tunisiens n'aspirent qu'à cela, à un peu plus de tranquillité, à un peu plus de patriotisme économique, à savoir défendre la production nationale au détriment des importateurs. Et puis surtout, il faut se rappeler que la question qui se posait avec beaucoup d'acuité, c'est est-ce que la Tunisie pouvait être finançable? Eh bien, cette question est toujours de mise, mais il est vrai qu'aujourd'hui, avec un redressement sans doute de l'économie tunisienne, les besoins extérieurs vont commencer à maigrir. Donc, c'est surtout ça qu'on peut imaginer dans le résultat de ces élections. Oui, très bien, Gamal Abina. Il faut dire aussi que, quel que soit le président, de toute façon, qui sera annoncé, les chiffres en attesteront, puisque c'est le verdict des urnes, il faut le dire, et qu'on attend avec impatience, comme vous le voyez ici. Il y a une petite effervescence, puisque d'un instant à l'autre, on attend l'annonce des chiffres et du vainqueur. Donc, comme je le disais, Gamal Abina, quel que soit le vainqueur aujourd'hui, certes, il y a vraiment des dossiers assez lourds qui attendent et des défis qui attendent ce futur président, pour ne pas tous les citer. Nous avons par exemple le dossier de l'immigration, nous avons le dossier par exemple de la production, comme on le disait avec Tolgmen. Tout ça, ce sont des sujets assez délicats, mais qui méritent réellement qu'on s'y penche dessus. Qu'en pensez-vous, Gamal Abina ?
Tout à fait. La question de l'immigration est une question qui est posée avec beaucoup d'intérêt par la Tunisie, mais surtout par l'Europe, en l'occurrence, et l'Italie, puisque c'est la pointe avancée de l'Europe en direction de la Tunisie. La question de l'immigration, ce n'est pas seulement celle des Haragas tunisiens, mais c'est aussi les subsahariens qui passent par la Tunisie pour rejoindre l'Europe. C'est une question qui est, quelque part, c'est vraiment une question qui pose problème sur un plan évidemment économique, sur un plan surtout politique et sur un plan humanitaire. Il faut savoir que quand les gens partent dans les embarcations, très souvent, ils finissent par mourir dans la mer. Et on sait aujourd'hui que la Méditerranée est un des plus grands cimetières au monde en matière de mouvements migratoires. Donc ces questions-là sont posées avec beaucoup d'intérêt. L'Europe est prête à financer d'ailleurs la Tunisie pour endiguer ce phénomène migratoire. Mais la réponse n'est pas de faire du policier à tous les étages. La réponse est de faire en sorte que les populations qui veulent partir, qu'elles soient tunisiennes ou autres, qu'elles puissent trouver le bonheur dans leur propre nation, dans leur propre pays, et qu'elles puissent rester fixées chez elles plutôt que d'aller prendre le risque d'aller se noyer en mer. Donc c'est vrai que ces questions sont posées avec beaucoup d'acuité. La question sécuritaire, vous vous rappelez quand même qu'il y a eu quelques attentats en Tunisie dont tout le monde se souvient de sinistre mémoire. La question du retour du trafic touristique qui avait beaucoup baissé. Et puis la question évidemment de la stabilité régionale. La Tunisie étant côtoie par le sud la Libye, donc on sait ce qui se passe en Libye aujourd'hui. Le seul pays stable dans la région pour la Tunisie, c'est l'Algérie. Donc c'est vrai que toutes ces relations géopolitiques, économiques, politiques et surtout la stabilité de l'État tunisien, qui a été garantie, semble-t-il, par un constitutionnaliste du président actuel, eh bien ces questions-là sont posées avec beaucoup d'acuité. Et je pense que la Tunisie aujourd'hui doit sortir de ce cercle d'instabilité chronique qu'elle traverse depuis 13 ans en ayant une reconduction d'un État qui pourrait être fort, on l'espère. Oui. Gamal Abina, juste pour vous relancer sur cet aspect, bon, on a à peu près parlé de beaucoup d'aspects qui touchent et qui intéresseraient aujourd'hui la Tunisie, y compris après ces élections, c'est-à-dire une fois que le deuxième mandat sera entamé par celui qui sera le président de la Tunisie. Parmi, j'allais dire, ces dossiers, il y a le volet de la coopération entre les deux pays, l'Algérie et la Tunisie. On sait très bien que les deux pays entretiennent depuis des années, que leurs relations sont séculaires, qu'ils ont partagé sur le plan historique, mais également sur le plan culturel et culturel. Alors, quels seraient les volets qui intéresseraient les deux pays, d'autant plus que du côté du voisin de l'Est, il ne reste que ce pays qui s'appelle la Tunisie, et donc qui est resté stable. Et on sait très bien que la région, dans sa totalité, est devenue une sorte de terrain miné. Oui, tout à fait. La relation algéro-tunisienne est une relation essentielle en termes de stabilité. D'abord parce que l'Algérie a apporté son concours. On sait qu'elle a prêté 500 millions de dollars, même je crois donné pratiquement, qu'il y a à peu près 2 à 3 millions de touristes algériens en Tunisie, ce qui booste l'économie, puisque c'est un tiers du tourisme tunisien traditionnel, qui se chiffre à peu près à 10 millions. Mais surtout, l'importance de faire des relations sud-sud, d'abord, c'est des pays qui sont émergents, et c'est de vrais pays émergents. Ensuite, la Tunisie, ce n'est pas un grand pays, mais c'est un pays qui est dynamique économiquement et qui a beaucoup de choses à apporter sur le plan du concours économique avec l'Algérie et vice-versa. L'investissement de capitaux algériens en Tunisie et l'investissement d'une expertise dans certains domaines tunisiens en Algérie serait pour tout le monde du gagnant-gagnant, sachant que ces deux pays en Afrique du Nord sont les plus éduqués avec la Libye. C'est eux qui ont la meilleure scolarisation, enfin le meilleur taux d'alphabétisation d'Afrique quasiment. Et donc tout ça serait, à mon sens, une véritable porte ouverte vers la réussite si on se maintient dans des relations cordiales, évidemment, et fraternelles, telles qu'on les observe aujourd'hui. C'est très bien que M. Tebboune est très ami avec M. Kais Saïed, ils n'en font pas mystère. On sait très bien qu'il y a une longue tradition entre la Tunisie et l'Algérie de concurrence à une époque, la Numidie face à Carthage, puisque c'était une guerre, puis après des relations très fraternelles qui se sont installées du temps de l'islam. Et depuis, c'est quasiment presque une lune de miel qui dure depuis l'indépendance de la Tunisie et de l'Algérie. Donc c'est des relations qui doivent être entretenues, maintenues. Et je pense, et je le répète à chaque fois, que les relations sud-sud et particulièrement les relations intra-arabes doivent être développées dans le but de faire en sorte qu'on sorte de ce néocolonialisme économique qu'on connaît et qu'on sorte surtout de cette dépendance vis-à-vis des biens manufacturés occidentaux. On peut les faire chez nous, on sait les faire chez nous. Les Tunisiens ont été les premiers à créer des industries de transformation dans l'agro-industrie, ont été les premiers à massifier l'agriculture, à la moderniser, ont été les premiers à montrer l'exemple de l'alphabétisation de masse. Donc les Tunisiens méritent d'être, de ce point de vue-là, observés avec beaucoup d'intérêt. Quant à l'Algérie, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de forces vives qui seront prêtes à travailler avec la Tunisie et vice-versa. Donc je pense que la convergence d'intérêts est réelle et substantielle. Et je vais même pousser le bouchon encore plus loin. Je pense que nous devrions faire des participations croisées entre les universités algériennes et tunisiennes. Tout cela, c'est du plus qui pourrait rapporter évidemment à la population, aux deux États et à la sécurité en général.
Très bien, Gamal Abina, restez avec nous. Monsieur Tolgman, restez encore avec nous. Mesdames et messieurs, nous allons vous retrouver pour poursuivre ce débat juste après cette courte pause. Alors, mesdames et messieurs, nous revenons et nous poursuivons ce débat. C'est pertinent, assez intéressant sur plus d'un plan. Monsieur Bassel Tolgman, justement, alors, on avait parlé avec Gamal Abina du volet coopération bilatérale. On sait très bien que ce volet, quand il intervient dans une conjoncture entre deux pays, eh ben, il pourrait jouer un très grand rôle. On a vu dernièrement, donc le président algérien avait annoncé que peut-être il y aurait des projets de l'installation d'une zone franche entre les deux pays que sont donc la Tunisie et l'Algérie. Alors c'est avec ce genre de projet justement qu'on peut éviter pas mal de choses parce que ce sont ce qu'on appelle, on est dans la coopération positive. Qu'est-ce que vous en pensez justement, Monsieur Bassel Tolgman? Avant tout, on a un vrai dictateur. Oui, Entre la Tunisie et l'Algérie, c'est la dictature de la géographie. Et cette dictature, qui personne ne peut l'éviner, personne ne peut l'oublier, parce que nous sommes condamnés géographiquement à vivre ensemble. Heureusement. Et tant mieux, et tant mieux. Oui, merci Dieu. Et ça, on va voir dans l'histoire. Comme n'importe quel moment il y a une crise chez ce pays ou chez l'autre, c'est toujours il vient le soutien. Une partie vient soulever ce qui peut l'être. Soutenir l'autre. Et ça, c'est depuis l'histoire. La relation entre les deux peuples, c'est avant l'État, avant le royaume, avant tout. C'est avant même l'histoire. C'est cette relation qui est très compliquée à expliquer. Mais les choses les plus importantes, maintenant, que la vision politique qu'on va établir une relation socio-économique bilatérale. Et bon, la relation politique entre la Tunisie et l'Algérie, elle est excellente, mais ça ne suffit pas. D'accord ? Il faut la renforcer. Il faut imposer sur cette relation des intérêts des deux peuples. Comme on a des intérêts on a plus que 600-700 km de frontières. En partage. D'accord ? On va imposer des projets ensemble, des zones franches, des travaux ensemble, des projets on va ouvrir les marchés tunisiens. Maintenant, Ouadsouf en Algérie, c'est un miracle. Nous sommes très, très fiers de cette réussite algérienne. Donc, pourquoi le produit agroalimentaire algérien n'a pas été ici, jusqu'à maintenant, n'est pas vendu en Tunisie? C'est notre plein droit de demander ça. D'accord? C'est mieux d'acheter de l'Algérie, de nos frères. Un échange commercial entre les l'échange commercial entre les deux pays. Plutôt que d'aller chercher des produits plus chers, payés. Plus cher ou moins cher, ce n'est pas ça la question. C'est la question de la responsabilité, de la fraternité. Comme la Tunisie, elle a une crise, elle n'est pas attendre que l'électricité vient de l'Europe. C'est l'Algérie qui donne. Ce qui fait qu'on doit mettre un modèle politique basé sur les intérêts socio-économiques de deux peuples, des relations bilatérales qui prennent en considération que la relation économique, comme il y a le changement, elle dépasse quelques milliards de dollars entre les deux pays, la classe politique a pris ça et ils comprennent que c'est interdit pour les deux pays. Je ne parle pas de l'Algérie ou de la Tunisie. Les deux pays, c'est interdit de toucher cette relation parce que c'est une relation qui devient intouchable. On a un exemple. Une sorte de sacralité, monsieur. Oui, une sorte de sacralité, monsieur Bassel Tolgman. Oui, on a un exemple on a du sang qui a coulé. Oui. Qui s'est mélangé. Oui, on a un exemple qui est complètement différent. En Europe, l'Union européenne, basée entre des pays ils ont des dizaines de millions de morts entre eux. D'accord ? Des conflits, des guerres, de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre. Entre nous et l'Algérie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le sang ensemble, le sang qui coulait ensemble. Oui, pour la même cause. Pour la même cause. Oui, et c'est pour ça. L'Union européenne maintenant, basée sur la relation économique entre les pays européens. C'est le moment
qu'on ne veut pas des slogans politiques. Oui. On est marre de slogans politiques. Tout à fait, L'unité tout à fait. arabe, l'unité marocaine, maghrébin, c'est tout On ça. veut du c'est pragmatisme Non, non, politique, on a économique. besoin que le citoyen tunisien, quand il va en Algérie, il va acheter quelque chose, il rentre en Tunisie, c'est son plein de droit, c'est son pays, d'accord? Très bien. Parce que dans nos relations de fraternité Fraternelle, oui. avec les peuples algériens, nous sommes des frères. Comme on rentre en Algérie, c'est de la Tunisie, c'est l'Algérien. Ok, Voilà. mais on va voir ça sur les plans socio-économiques. Voilà. On a besoin d'avoir les produits algériens dans les marchés tunisiens, on a besoin de voir les produits Et tunisiens vice-versa. dans... Tout D'accord. à fait. C'est pour ça, les hommes d'affaires, comme ils vont trouver que le marché algérien avalait 5 ou 10 ou 15 ou 25% de leur production, okay, l'Algérie, il est bien plus important que la France. Tout à fait. Gamal Abina, alors on avait quand même, comme disait Bassel Torjman, il faut absolument exploiter les moindres points, les moindres occasions entre les deux pays pour pouvoir les rentabiliser au maximum. Et on a fait une petite comparaison et c'est vrai que qu'était finalement l'Union européenne avant d'être l'Union européenne? C'était des partis ou des pays qui s'entretuaient durant 2 guerres mondiales qui l'ont fait payer à tout le monde, le reste du monde. Mais aujourd'hui, ces pays du Maghreb finalement ont plus d'atouts et c'est peut-être aujourd'hui le temps de profiter de ces atouts, de les mettre en valeur et de profiter de chaque point, comme je disais, pour le rentabiliser, pour essayer de fluidifier la circulation des biens et des personnes, comme par exemple, comme vient de le dire, par exemple, ouvrir les marchés, voilà, de manière circulatoire. Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a plusieurs pistes. D'abord, la première piste, c'est de se dire que effectivement, le Maghreb a une richesse extraordinaire qui est sous-exploitée parce que malheureusement, il y a des tensions régionales qui est commune aux 3 pays du Maghreb, à savoir la Tunisie, sans doute la Libye peut-être, mais la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et le Sahara occidental, à savoir effectivement le phosphate, denrée qui vaudra bientôt plus cher que le pétrole parce que très rare. Parce qu'il y en a peu dans le monde et qu'on a besoin de phosphate pour garantir les engrais chimiques. Donc ça, c'est une denrée qui pourrait devenir, si ces pays se mettaient d'accord, une forme d'OPEP du phosphate qui permettrait de fixer les prix par la vente et non pas par l'acheteur. Et surtout, ça permettrait d'intégrer régionalement des économies qui pourraient se mettre d'accord entre elles. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Hein. J'ai envie de penser, ça a été dit un instant qu'il y avait une dictature de la géographie. Évidemment, on n'a pas le passé européen. Alors, ce n'est pas 2 guerres mondiales, c'est 3 guerres consécutives, voire même 4, si on prend les guerres napoléoniennes entre la France et l'Allemagne, puisque c'est ces 2 pays qui ont déclenché la guerre. Hein. D'abord la Prusse, une première fois avec Napoléon en 1806, ensuite les premières défaites, ensuite la défaite de 70, encore à nouveau des Français devant les Allemands, puis 14-18 à nouveau une défaite française, et 39-45 une nouvelle défaite française qui sera sauvée par, une fois de plus, l'Amérique. Mais entre ces 2 guerres, par exemple, avec 20 ans de différence, 80 millions de morts, c'est ça l'Occident. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de se tuer à un niveau industriel incomparable. Et ils ont compris, après la Seconde Guerre mondiale, que, et pourtant on n'a pas de guerre entre nous, hein, ils ont compris qu'il valait mieux commencer à s'intéresser à des convergences économiques d'intérêt. Le charbon et l'acier, ça a commencé comme ça. La fameuse Union européenne, ça a commencé par la CEE. Eh bien, le charbon et l'acier, ils ont mis 2 richesses dont ils disposaient abondamment, acier et charbon, pour se mettre d'accord et pour intégrer les économies régionales. Luxembourg, Belgique, France, Benelux, tous ces pays-là ont réussi à se mettre d'accord alors qu'ils étaient extrêmement tendus à l'origine. Eh bien nous, on a cette chance d'avoir un monde arabo-musulman qui a déjà existé, qui a déjà été uni à une époque, il ne faut jamais l'oublier, un monde qui bénéficie de beaucoup de richesses rares, les terres rares, il y en a beaucoup en Algérie et en Tunisie, et surtout un monde qui bénéficie d'une jeunesse abondante avec une continuité territoriale incomparable et avec, ça a été fait en Algérie, l'autoroute Est-Ouest, la possibilité effectivement de garantir la circulation des biens et des marchandises. Ça, c'est sur le plan physique. Mais il n'y a pas que ça. Les convergences d'intérêts au niveau universitaire devraient se faire, et moi j'ai même envie d'aller encore pousser le bouchon encore plus loin. Au-delà de l'OPEP du phosphate, on pourrait créer une bourse algéro-tunisienne de valeur. Pourquoi une bourse? Parce que la bourse est destinée à financer les entreprises. Alors on a parlé d'hommes d'affaires, moi je préfère parler des capitaines d'industrie, des créateurs de richesses. Et la bourse permettrait effectivement de lever des capitaux individuels, hein, le Tunisien, l'Algérien pourrait financer ou d'autres, pour pouvoir payer des investissements dans ces entreprises et développer encore plus la richesse. On a un outil industriel qui existe, on a un outil industriel qui n'est pas suffisamment important pour pouvoir exporter massivement. On l'a vu avec la ferme Morjane. Si on est capable de créer une grosse production industrielle pour l'export, non seulement ces pays n'apportent plus rien, mais en plus deviennent de véritables dragons africains de l'exportation. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être une véritable piste de réflexion. Je pense que les intérêts
qu'ils soient économiques, politiques et surtout financiers, doivent être enfin pris au sérieux, parce que c'est vrai que très longtemps on a tourné le dos à la bourse, on n'a pas pris ça au sérieux, sauf que c'est ce qui a fait la richesse de l'Occident, c'est la capitalisation boursière pour investir massivement dans la recherche et le développement. Donc je pense qu'il faut penser à cette piste, et puis surtout évidemment, c'est des peuples fraternels. On s'entend, on parle la même langue, on a la même religion, on a quasiment le même territoire semi-aride. On a une expertise, effectivement, ça a été dit, dans le désert pour l'irrigation, que la Tunisie pourrait bénéficier de cela, puisque l'Algérie a beaucoup travaillé sur ce secteur-là, et vice-versa. L'agro-industrie tunisienne est extrêmement dynamique. Le secteur aéronautique tunisien est extrêmement dynamique. Tout ça, c'est des choses qui peuvent nous intéresser, et il faut être capable de enfin regarder l'avenir en face et de se dire qu'on a plus intérêt à travailler et collaborer ensemble qu'à travailler en rang dispersé. Merci beaucoup Gamel Abina, restez avec nous quand même, le débat se poursuit. Bassel Tojman, avant peut-être que vous nous quittiez parce que vous avez des obligations et le devoir vous appelle. Je vous donne la dernière parole avant que vous ne partiez. Mais ce que je voudrais savoir aujourd'hui, vous en tant que Tunisien, quelles sont vos attentes de ces élections finalement ? Quelles sont les attentes de ces Tunisiens lorsqu'ils sont sortis ce matin, hier, pour aller mettre ce bulletin dans les urnes ? Premièrement, tout le monde attendait que maintenant c'est le moment de la libération nationale, de l'économie, de la société tunisienne. C'est ça. Maintenant, c'est le moment de continuer la guerre contre la corruption qui a vendu, parce que c'est des vendeurs, ils ont vendu les pays pour les autres. Ils n'ont pas d'intérêt dans leur pays, ce n'est pas leur pays, l'argent n'est pas le pays, c'est pour eux. Et maintenant, le peuple tunisien attendait que la réussite socio-économique continue. Maintenant, la Tunisie a réussi à sortir de l'impasse. C'est la première année qu'on n'est pas des crises économiques comme les années dernières. Le budget de l'État pour l'année 2024 était suffisant pour continuer jusqu'à la fin d'année. On n'est pas un budget complémentaire. Pendant 14 ans, chaque année, le mois d'août, mois de septembre, le gouvernement demandait un budget complémentaire pour continuer. On a besoin de prix des crédits pour les instances internationales pour continuer à payer les intérêts de l'État, les salaires, etc. C'est-à-dire c'est un engrenage. Oui, c'était un engrenage. Maintenant, c'est complètement changé. Il y a une confiance entre le peuple et le président. Le peuple a beaucoup de confiance au président Kais Saïed, et ça c'est très important. Oui. Le peuple, ils savent qu'il n'est pas, aucun temps, il n'est jamais eu une relation ou une approche avec la corruption, avec la classe politique sale qui détruit la Tunisie. C'est pour ça, peut-être vous regardez ça hier, il y a une joie de peuple. Il n'y a pas de bus qui ramène les gens, il n'y a pas d'argent qui donne l'argent, c'est les gens qui sont tout seuls, avec beaucoup de volonté, le descendent pour exprimer leur joie de la réussite du président Kais Saïed, et ça c'est très important. Maintenant, les défis se continuent, ce n'est pas aussi facile de continuer la lutte pour la libération nationale, parce que pour eux, la Tunisie doit être toujours sous leur protection et sous contrôle, parce que pour eux, les pays du Grand Maghreb, c'est une grande richesse humaine, financière et culturelle, et pour eux, de sortir de cette protection, c'est la grande perte pour eux. On voit comment ils ont perdu l'Afrique. Qui a volé la richesse de l'Afrique? Les Tunisiens, les Algériens, qui criaient cette misérable, la misérabilité dans l'Afrique. C'est qui? C'est nous, les Tunisiens, les Algériens. On n'est jamais eu là-bas. C'est les colonialismes qui a volé toute la richesse du continent africain. Et maintenant, c'est pour eux, c'est un peu gênant d'accepter des Africains viennent en Europe. Pendant des siècles, vous êtes en train de voler leur richesse, utiliser les Africains comme des esclaves. Et maintenant qu'ils ont commencé, après, ils ont mort de faim dans leur pays, parce que vous voulez tout l'argent, toute leur richesse. Ils veulent tout l'argent sans les Africains. Non, elle aime les Africains pour aller chez eux et mourir là-bas, de faim. Oui. Alors, juste un petit peu pour vous relancer, parce que bon, c'est vous qui m'avez tendu la perche. Finalement, on est en train d'assister à la naissance d'une nouvelle Tunisie, selon vous, aujourd'hui. Oui. Ces instants-là qu'on vit aujourd'hui, c'est la naissance d'une nouvelle Tunisie. C'est la nouvelle Tunisie, c'est l'État qui
le peuple tunisien fier de son État. Le peuple tunisien, c'est la première élection, elle est fière qu'il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de l'argent sale, il n'y a pas de les citoyens tunisiens n'est pas acheté pour un sac de spaghettis, de macaronis et de tomates ou de 50 dinars tunisiens. Maintenant, c'est la première fois que le peuple tunisien sentit de la fierté, okay, de participer, de choisir son propre choix. Ce n'est pas le choisi des hommes d'affaires corrompus, impliqués avec des gens qui vont avoir un président corrompu pour continuer leur corruption en Tunisie. Voilà, c'est-à-dire qu'on est loin des profits complètement individuels. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Bassel Torjman. Je rappelle que vous êtes éditorialiste, que vous êtes également analyste des questions politiques. Et puis voilà, vous nous avez transmis un petit peu votre optimisme, n'est-ce pas? Voilà, vous allez rester avec nous pour entendre les résultats, tout comme nous. Hein. Oui. Voilà, ne partez pas très loin. Gamal Abina, alors on va vers vous quand même. Nous avons compris qu'aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres quelque part, parce qu'on l'a senti quand même qu'en dépit de toutes les difficultés, en dépit de toutes les critiques, les Tunisiens restent quand même confiants. Il y a beaucoup d'espoir, comme si c'était une naissance dans la difficulté, mais c'est une naissance qui était nécessaire pour les Tunisiens. Gamal Abina. Tout à fait. Déjà, il faut se rappeler qu'il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, le FMI et la Banque mondiale avaient fait une pression en disant à la Tunisie, vous faites ceci, cela, sinon on ne vous donne pas le financement. Et le président avait répondu qu'il ne voulait pas de leur financement. Déjà, c'est une démarche qui est quand même osée, qui est quand même courageuse de sa part, parce que quand on est en difficulté, ce n'est pas évident. La relance de l'économie, quand elle est faite par des financements extérieurs et qu'elle est faite sous le diktat de plans imposés à l'extérieur, pose problème. Et moi, je pense que le retour, parce qu'il y a un mot magique qu'on a entendu à la Révolution 2011, c'est la dignité. À savoir qu'un peuple doit être respecté dans sa dignité et que les Tunisiens ont ouvert la voie, malheureusement, par la suite, ça a été des dérives, mais à la volonté de voir un pays qui sort de cette espèce de blocage qu'on a connu. Et très rapidement, il y a eu une dégradation de l'économie tunisienne, avec beaucoup de corrompus qui sont partis, avec le fait de corruption dans un pays pauvre, ça se voit plus évidemment, qui était endémique. Et on note qu'il y a quand même un parallèle avec l'Algérie là-dessus. Encore une fois, la question de la corruption a été traitée en Algérie de façon très forte, on l'a vu, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont en prison pour des faits de corruption. Et la Tunisie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils font en sorte de nettoyer un petit peu la tambouille interne pour faire en sorte que l'économie se relance. Et il se trouve qu'il y a des signes avant-coureurs qui donnent le sentiment qu'on va dans la bonne direction. Il y a le patriotisme économique qui s'est installé et c'était nécessaire. Il y a ce développement des relations bilatérales, qu'il soit avec l'Algérie ou la Libye d'ailleurs, qui était nécessaire, parce que la Libye était un grand pourvoyeur de fonds de la Tunisie, il ne faut pas l'oublier. Et puis il y a surtout, et c'est important, il faut se projeter dans l'avenir, la route de la soie qui passe par nos pays. On a des infrastructures, on a des gens qui sont formés et on est des pays concurrentiels. C'est-à-dire que tout à l'heure, il a été évoqué la question d'acheter des produits moins chers ou plus chers, mais elle ne se pose même pas la question du coût des produits tunisiens ou algériens. On est forcément moins cher, on a des avantages comparatifs qui sont incomparables avec les coûts des salaires occidentaux, ce qui fait que n'importe quel produit qui est produit chez nous est beaucoup moins cher. Donc c'est quelque chose d'intéressant et je pense effectivement avec cette sortie peut-être de crise, avec un nouveau plan quinquennal qui serait mis en place, il faut du temps pour faire des réformes, que la Tunisie pourra certainement sortir des difficultés dans lesquelles malheureusement elle est restée plongée très longtemps. Merci beaucoup, Monsieur Gamal Abina, pour votre esprit de synthèse. Comme d'habitude, vous comprenez toujours les aléas du direct. Bien sûr, on est obligé de vous quitter. Je rappelle que vous êtes analyste des questions internationales, que vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Je vous remercie, messieurs, d'avoir été avec nous. Et puis, je vous annonce que dans un instant, pas très loin, donc quelques minutes peut-être et moins, nous allons donc avoir les résultats qui nous seront communiqués, les résultats partiels qui nous seront communiqués par l'ISI, l'instance supérieure indépendante électorale tunisienne. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.